des idées nouvelles, je pense que c'est une bonne chose. Mais la candidature de Djedje Madi, c'est encore la candidature, je veux dire, de l'ancienne génération. On s'attend plus à des candidatures plus jeunes, comme celle de Kakabe que je soutiens fortement. Je trouve ça normal. On est en démocratie. Il y a le Rassemblement démocratique africain. Voilà le RDA. Quelques 300 000 militants du PDCI-RDA mobilisés autour des valeurs qui font le socle de leur parti ont déferlé vers la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Le PDCI vaincra, c'est le parti fondé pour servir ce vaillant peuple ivoirien. Voilà, vous êtes bienvenus donc à notre émission. Donc, Jacques Roger Show sur NRI Radio, vous l'avez parfaitement compris, hein, le Rassemblement démocratique africain, le PDCI-RDA, d'ici le mois d'octobre. Le PDCI aura donc son congrès. Et à ce congrès, déjà, il y a 4 candidatures qui sont déjà présentées. Il y a d'abord la candidature de M. Nyamie Yao, hein, ensuite celle donc de M. Kakabe, probablement aussi la candidature de M. Henri Konabedié et l'autre candidature déclarée du professeur Alphonse Djedje Madi. Et cette candidature qui suscite déjà beaucoup donc de commentaires, ça fait couler beaucoup d'encre de salive. Nous l'avons donc en ligne avec lui, voir donc les raisons de sa candidature et ses chances donc d'être le futur président donc du PDCI-RDA. Monsieur Alphonse Djedje Madi, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, et vous? Comment ça va? Ça va très bien, professeur Alphonse Djedje Madi. Alors, avant de commencer très rapidement, alors comment se porte un peu le PDCI à ce jour, hein? Ces derniers temps, dans la presse, il y a eu beaucoup donc de commentaires. Vous êtes le secrétaire général. Comment se porte votre formation politique? Ben, je pense que ça pourrait aller mieux, mais ça va. Le PDCI se porte bien, il prépare son congrès. Et comme tout mouvement de cette nature, le congrès est toujours précédé d'une certaine fièvre. On est donc dans cette fièvre de la préparation du congrès. Et qu'est-ce qui est un peu différent cette année, hein? Les années précédentes, le congrès était donc préparé par le secrétaire général. Cette fois-ci, nous avons vu qu'il y a un comité ad hoc qui est en place. Qu'est-ce qui se passe réellement, le professeur Alphonse Djedje Madi? Je pense que ce qui se passe, je ne peux pas vous l'expliquer puisque c'est en dehors des textes du parti et c'est cela qu'on dénonce. Nous devons apprendre à respecter nos textes dans tous les domaines. C'est cela que nous reprochons à ce qui se passe actuellement. Alors, est-ce que même vous êtes le secrétaire général, vous savez réellement qui est derrière un peu tout ce qui se passe à ce moment? Ce n'est pas une question de deviner, c'est le président du parti qui a mis ce comité en place. Donc, ce n'est pas une devinette, c'est le président Bédié qui a mis ce comité ad hoc qui a été transformé en comité de préparation du congrès en place. Donc, on ne peut pas chercher qui est derrière, on sait qui l'a fait. Donc, selon vous, il y a une volonté réelle de vous écarter, c'est bien ça? Écoutez, c'est lui seul qui connaît peut-être la raison, mais nous disons que ce qui s'est fait en dehors des dispositions des textes et cela n'est pas normal. Alors, dans ces conditions, comment vous allez aller un peu à ce congrès si tout ce qui se passe en ce moment, professeur, vous avez l'impression qu'il y a une illégalité partout? Alors, comment allez-vous aller à ce congrès? Mais on dit souvent contre mauvaise fortune, bon cœur. Nous verrons bien comment les choses vont se terminer. Nous nous battrons pour justement rétablir l'ordre des choses pour que le congrès se passe normalement et que les congressistes statutaires puissent siéger et qu'ils puissent se prononcer pour les principales décisions à prendre à ce congrès. Alors, vous avez critiqué un peu quelque chose aussi dans les journaux en disant qu'en principe, à 60 jours du congrès, vous devrez donc avoir toutes les informations, mais nous sommes à 45 jours et jusqu'à présent, rien. C'est bien cela? Nous sommes à 41 jours du congrès, oui. Et vous n'avez pas encore la liste des délégués, c'est bien cela? D'après ce que disposent les statuts, je dois avoir la liste des congressistes. Le secrétaire général, c'est écrit. Le secrétaire général doit avoir la liste des congressistes 60 jours avant le congrès. Alors, mais vous avez eu... Et jusqu'à présent, je n'ai pas ces listes.
Vous avez pu discuter un peu avec le président du parti pour savoir réellement pourquoi vous n'avez pas encore cette liste? Écoutez, je crois qu'on ne peut pas tourner autour du pot. Le président du parti a mis en place un comité ad hoc irrégulier qui est en train de faire tout cela. Alors où on prend des armes pour aller à la guerre, où on essaie d'en parler, et pour le moment, on essaie d'en parler. On ne va pas, disons, tourner autour du pot comme s'il fallait aller en parler au président du parti et comme s'il était non informé de ce qui se passe. Vous m'avez posé tout à l'heure la question, j'ai dit, on ne cherche pas qui est derrière, c'est lui qui a pris la décision. Et c'est ce qu'on dénonce. Voilà, il a pris la démission et c'est ce que vous dénoncez, professeur Alphonse Djedjemadi. Alors, vous avez présenté un peu votre candidature, c'était un peu hier. Hein. Alors, qu'est-ce qui explique un peu cette candidature? Vous êtes le secrétaire général, on vous a vu aux côtés du président Oufouette, aux côtés de M. Henri Konan Bédié. Certaines personnes disaient que vous étiez donc l'homme fort du président Henri Konan Bédié. Alors, pourquoi vous avez décidé donc de briguer donc la présidence donc, de votre parti? Mais si vous êtes l'homme fort d'un système, il arrive un moment où vous vous présentez pour diriger ce système. Et je l'ai expliqué dans ma candidature, dans les raisons de ma candidature, les textes aujourd'hui, si on respecte les textes aussi aujourd'hui rendent le président Bédié inéligible, tant au niveau de nos statuts qu'au niveau de la loi qui régit les partis politiques et les groupements politiques. Raison de plus pour que je sois candidat, puisque le président Bédié est inéligible selon les textes. Vous avez dit selon les tests, pour les auditeurs qui nous suivent en ce moment, est-ce que vous pouvez un peu revenir un peu sur les tests et pourquoi le président Konan Bédié est inéligible? Les textes sont clairs. Le statut du PDCI-RDA fixe l'âge qu'il faut avoir pour être candidat entre 40 ans et 75 ans. Le président Bédié a 79 ans. Donc il est frappé par la clause d'âge. Par ailleurs, on peut modifier les statuts, mais si on modifie les statuts, ces statuts modifiés doivent être déposés au ministère de l'Intérieur. Selon la loi 93-668 du 9 août 93, ces statuts modifiés doivent être déposés au ministère de l'Intérieur qui a 3 mois pour apprécier. Donc, le congrès qui va se terminer avant d'aller déposer les statuts se tient sur les statuts passés. Donc, même les statuts révisés n'auront pas encore été approuvés par le ministère de l'Intérieur. Donc, à la date où se tient le congrès, c'est les anciens statuts qui jouent et le président Bédié est proclos. Mais le président Bédié, il est juriste, hein? Selon vous, hein? Qu'est-ce qui... Écoutez, je crois qu'il faut peut-être lui poser la question s'il a lu ce texte-là et la loi dont je parle a été votée lorsque lui-même il était président de l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas une nouvelle loi. Elle a été votée en 93, le 9 août. Et c'est le président Bédié qui était président de l'Assemblée nationale en ce moment-là. Alors là, nous sommes en train d'assister à un passage en force. Hein? Alors, que feriez-vous pour pouvoir empêcher un peu cela, professeur Alphonse Djedjemadi? On verra bien. Il ne faut peut-être pas aussi exposer toutes ces batteries. On verra bien. On espère que la raison va nous habiter tous. Alors, mais je pense que l'Afrique n'est pas condamnée à violer ses propres textes. Quand on se donne des textes, tant qu'ils sont en vigueur, on les respecte. Et je pense que le président Bédié est mieux placé pour savoir qu'on respecte les textes, puisque quand le président Houphouët-Boigny est décédé, c'est le respect des textes qui a fait qu'il a été président de la République, avant d'avoir son propre mandat. Alors, la presse proche du président Henri Konan Bédié, qui était aussi proche aussi de vous, hein, le Nouveau Réveil vous accuse donc d'avoir trahi un peu le président Henri Konan Bédié. Que répondez-vous par rapport à ça? Écoutez, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Je ne peux pas rentrer dans cela, c'est pas ça qui m'intéresse. Je sais que le PDCI-RDA est le deuxième parti le plus ancien d'Afrique, après l'ANC. Si nous avons des textes, nous devons les respecter. Si notre pays a des lois, on doit respecter ces lois. C'est à ce débat-là que je suis. Maintenant, d'où vient l'ingratitude, à chacun son jugement. Je ne vais pas rentrer dans ce jugement de valeur et je ne m'y reconnais pas. Vous ne connaissez pas, voilà. Alors, vous aviez dit que vous êtes candidat pour apporter un peu donc la cohésion au sein donc de votre parti. Hein. Selon vous, est-ce qu'il n'y a pas cette cohésion en ce moment? Écoutez, on peut toujours améliorer les bonnes situations. Et le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, le PDCI a perdu du terrain. Ce que j'ai dit, c'est pas dire, on dit qu'on doit sortir de ce congrès unique. Et ce que j'ai dit, c'est que le prochain président du PDCI doit reconquérir le terrain et faire en sorte que le PDCI-RDA devienne le parti le plus fort.
Alors, vous avez insisté aussi en disant que vous êtes candidat contre personne. Vous n'êtes pas candidat forcément contre M. Henri Konan Bédié. Et vous voulez apporter un peu votre expérience. Ça fait pratiquement 48 ans que vous êtes au service donc du PDCI-RDA. Pourquoi avez-vous insisté sur le fait que votre candidature est contre personne? Parce que je pense qu'on ne se fait pas candidat contre quelqu'un, on se fait candidat pour prouver ce qu'on est capable de faire. Alors, comme justement ceux qui ont le jugement court pensent que quand on est candidat contre quelqu'un, c'est pourquoi j'ai dit je ne suis pas candidat contre quelqu'un, je suis candidat pour rendre au PDCI ce qu'il m'a donné en 48 ans. Et je pense que j'ai encore un peu d'énergie pour servir le PDCI. Mais je ne suis pas candidat pour aller contre quelqu'un, c'est pas ça mon objectif. Ce n'est pas un programme de candidature que d'être contre quelqu'un. Quand on est candidat, c'est parce qu'on a envie de faire quelque chose et ce qu'on veut faire là, c'est cela qu'il faut décliner, ce n'est pas de poser des problèmes des personnes. Alors, vous avez 68 ans, le président Henri Konan Bédié après 79 ans. Alors, pour certains militants du PDCI-RDA pensent que quand on parle de M. Henri Konan Bédié, M. Djidji Madi, on vous lie aussi à M. Henri Konan Bédié. Alors, que feriez-vous pour vous démarquer un peu donc de M. Henri Konan Bédié? Écoutez, quand vous m'appelez des États-Unis, effectivement, quand dans un pays comme les États-Unis, première puissance du monde, et que le président de ce pays est dans la cinquantaine, c'est vrai, ils ont raison de penser qu'à 68 ans, on ne peut plus rien apporter. Mais je pense que, bon, l'Afrique a ses réalités, et je suis de la génération qui suit le président Bédié. Bien sûr, derrière nous, il y a plus jeunes qui peuvent peut-être faire d'autres choses. Bon, s'ils sont candidats, ils sont candidats, les électeurs décideront. C'est ça la démocratie. Tant qu'on est dans les conditions prévues par les statuts, bon, ceux qui peuvent se présenter se présentent, et puis les électeurs décident. C'est ça le sens de la démocratie. Comment voyez-vous la candidature du président de la jeunesse PDCI, M. Kwadwo Konan Bertin? Je dis que je ne suis pas à ma candidature, je n'en parle pas par rapport à une autre candidature. Monsieur Konan Kwadwo Bertin est candidat, c'est une bonne chose. Je n'ai pas à parler de cette candidature. Je parle de ce que je pense devoir faire quand je serai élu président du PDCI, mais je ne veux m'attaquer ni à plus ancien que moi, ni à plus jeune que moi. Alors, pour être président du PDCI-RDA, surtout en Afrique, pour être président d'un grand parti comme le PDCI-RDA, il faut avoir beaucoup de moyens, suffisamment donc de moyens. Avez-vous ces moyens? Et certaines personnes disent que, bon, Monsieur Bani, Jean Konan Bani, Monsieur Onye seraient donc un peu vos financiers. Alors, que répondez-vous par rapport à ça? Ça, je n'ai pas encore de financier. D'ailleurs, vous qui m'interrogez, si vous pouvez me financer, je ne refuserai pas, mais je n'ai pas encore de financier. Et je crois qu'un parti n'est pas à vendre. Jusqu'à présent, j'ai été secrétaire général du PDCI pendant 11 ans. Je n'ai pas vu l'argent d'un militant du PDCI m'aider à financer le parti. Les fonds que nous avons pour financer les partis, ce sont les fonds de l'État, les subventions des partis. Au moins, je suis au courant de ces fonds-là. Ce que chacun a pu donner à titre personnel, bon, je ne suis pas au courant. Et justement, je ne suis pas candidat parce que je suis riche. Je suis candidat parce que j'ai une autre richesse qui est l'expérience acquise au PDCI. Ce n'est pas une richesse financière, ce n'est pas une richesse matérielle pour acheter des voix au PDCI. Je propose mes services par rapport à ce qu'ils savent que j'ai fait à l'intérieur du PDCI-RDA. Est-ce qu'on peut dire que votre candidature a aussi une rupture, un peu contre ce qui est en train d'être fait, surtout un peu le RHDP dont vous êtes certainement donc l'un des présidents, j'allais dire, du RHDP? Oui, je suis président du directeur du RHDP, oui. Oui, est-ce que c'est une rupture un peu contre le RHDP? Comment voyez-vous un peu, M. Alphonse? Il y a une rupture. Le RHDP est composé de partis. Le RHDP est composé de 4 partis. Mais chaque parti est un parti autonome qui a ses activités. Donc, il ne faut pas lier forcément le congrès du PDCI à l'existence du RHDP. Pour être dans une association, il faut soi-même exister, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, pour le moment, il s'agit de la du PDCI RDA, il ne s'agit pas du RHDP. Le RHDP comprend le PDCI RDA, le RDR, du DPCI et le MFA. Et chaque parti a sa vie interne, a ses problèmes particuliers. Il y a l'autonomie de chaque parti. Et vos rapports aujourd'hui avec un peu l'opposition, quand je parle de l'opposition, puisqu'on considère que vous êtes un peu aussi au pouvoir, avec le Front populaire ivoirien, avec la libération donc des leaders, vos rapports avec le Front populaire ivoirien? Écoutez, je pense que je n'ai pas de rapport particulier à exposer sur les antennes.
des rapports s'ils doivent exister avec le Front populaire ivoirien, c'est le PDCI avec le Front populaire ivoirien, c'est pas Guégué Madi avec le Front populaire ivoirien. Comparons ce qui est comparable, on ne parle pas des relations d'un individu avec un parti politique, mais les relations de parti politique à parti politique. Au sein du Front populaire ivoirien, je peux avoir des amis, je peux avoir des camarades, je peux avoir des ennemis, mais ce n'est pas ça qui situe les rapports du PDCI-RDA et du FPI. C'est dans ce sens qu'on vous a vu souhaiter quand même un peu bon anniversaire au président Laurent Gbagbo, qui est donc à La Haye en ce moment. C'est bien ça. Est-ce que ça d'anormal? Non, pas du tout, voilà. Le président Gbagbo, je l'ai toujours dit, est un frère. Il aurait pu être un ami, il aurait pu être un camarade. Ici, c'est son anniversaire. Je lui dis bon anniversaire. Pourquoi voulez-vous que je lui souhaite mauvais anniversaire? Merci, secrétaire général. Vous savez, c'est pourquoi nous vous aimons, puisque vous êtes très direct. Hein? Alors, avec votre permission, nous allons prendre quelques questions donc, des auditeurs qui sont dans les frais du panel. Hein. Je vais aller directement du côté de M. Laurent Agueyi, hein, qui est donc écrivain, qui est donc dans l'État du Maryland. M. Agueyi, allez-y pour votre question. Alors, monsieur Laurent Agueyi, est-ce que vous nous entendez, hein? Alors, je vais aller du côté donc de Sister Sarah. Sister Sarah, est-ce que vous nous entendez dans l'état de Boston, hein? Mon micro n'est pas ouvert, Jacques. Mon micro n'est pas ouvert. Bon, allez-y pour votre question. Hein. Et maintenant? Oui, allez-y. Merci Jacques. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, personnellement, je loue votre courage à vous entendre ce soir. Alors, j'ai une préoccupation à vous soumettre. Oui. Vous considérant déjà président du PDCI, le grand parti de Côte d'Ivoire. Oui. Blaise Compaoré est venu à Yamoussoukro il n'y a pas longtemps. En tant qu'Ivoirien, je sais que le malheur de la Côte d'Ivoire vient du Burkina Faso. Pouvez-vous nous éclairer pourquoi il est venu à Yamoussoukro et dans quel cadre il y était? Ça c'est un. De deux, la réconciliation en Côte d'Ivoire. Vous savez, chez nous au pays BT, d'où vous et moi nous sommes originaires, quand deux personnes se sont battues, c'est les deux qui doivent se réconcilier. Alors, pouvez-vous nous dire en Côte d'Ivoire qui se réconcilie? Parce que je ne pense pas que toute la Côte d'Ivoire s'est battue avec elle-même et que tout le monde doit se réconcilier. Alors, pouvez-vous nous dire qui se réconcilie en Côte d'Ivoire et quels sont les préalables? Voilà. Merci. Bon, voilà, avant que le secrétaire général ne réponde à la question. Je ne partage pas tout à fait votre point de vue. Vous avez les éléments pour dire que c'est Blaise Compaoré qui a amené la guerre. Vous avez vos éléments. Moi, je ne les ai pas. Ce que j'ai fait, c'est que Blaise Compaoré a reçu les Ivoiriens pour signer l'accord de Ouagadougou qui nous a amené à la paix. Bon, alors qu'est-ce qu'il est venu chercher tout dernièrement en Côte d'Ivoire? Il y a eu un gouvernement mixte Côte d'Ivoire-Burkina. Bon, c'est des accords qui existent entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et celui du Burkina. Et c'est dans ce cadre qu'il est venu. Maintenant, ce que vous affirmez, c'est vous qui en avez les preuves, je ne les ai pas. Ensuite, vous dites que quand deux personnes font des palabres, ce sont les deux personnes qui se réconcilient. Oui, on est en train de chercher à faire en sorte que ceux qui ont fait les palabres puissent se réconcilier. Et c'est cet effort qui est en cours et qu'on demande à tous les Ivoiriens de faire pour qu'ils se mettent d'accord. Mais je crois que quand on est en palabre dans sa concession, on ne prend pas prétexte de ceux qui ne sont pas dans votre concession pour régler vos problèmes internes. Même s'il y a eu peut-être des gens qui ont amené des palabres chez vous, réglez d'abord vos problèmes entre vous. Et quand vous vous attendez que quelqu'un de l'extérieur ne peut pas venir mettre les palabres entre vous, vous faut boigner déjà à ce niveau, que quand le mur n'est pas fondillé, l'araignée ne peut pas rentrer dans le mur. Donc même si quelqu'un de l'extérieur met des palabres entre vous, c'est que au départ, vous-même, vous ne vous attendez peut-être pas. Donc je crois que la réconciliation en Côte d'Ivoire n'est pas un fait facultatif. Nous sommes obligés de nous réconcilier, de rechercher la paix, de vivre ensemble et d'aller de l'avant. Et c'est cet effort-là que nous devons tous faire, sans forcément voir en tel ou en tel rien que le diable. Nous devons savoir que chacun a peut-être quelque chose à reprocher à l'autre et que nous devons avoir l'humilité de nous asseoir pour essayer de rechercher des solutions à nos problèmes. Parce que c'est d'abord nous qui sommes concernés en tant qu'Ivoiriens et qui sommes obligés de vivre ensemble en tant qu'Ivoiriens. Merci beaucoup. Nous allons rester donc dans l'état de Maryland avec M. Mathieu Boabré, qui est aussi de temps en temps correspondant de Notre Voix et puis aussi de l'intelligence aussi d'Abidjan. Alors, M. Mathieu Boabré, allez-y pour vos 2 ou 3 questions pour le secrétaire général. Jacques, merci beaucoup. Merci à M. le secrétaire général. Je vais d'abord faire une précision. Je n'ai jamais été correspondant de l'intelligence d'Abidjan. Je connais vraiment pas. Parlez un peu fort parce que je ne vous entends pas.
Parlez un peu fort. Alors, oui, je voulais dire... Ça va, Jacques? Oui, ça va mieux. Ça va mieux, oui. Oui, ça va. Ok, non, voilà, je voulais juste faire la précision que je ne suis pas correspondant je n'ai jamais écrit à l'intelligence d'Abidjan, pas du tout. Voilà, c'est juste la précision que je voulais faire avec notre voix, oui, mais pas avec l'intelligence d'Abidjan. Je veux d'abord, je ne sais pas si le secrétaire général a eu à répondre à la question, je viens de vous prendre en marche. Je voulais demander à monsieur le secrétaire général, en même temps que vous annonciez votre candidature à la tête du PDCI, vous avez aussi révélé aux jeunes générations, je dirais à tous ceux qui doutaient encore, votre riche parcours politique qui, à n'en point douter, fait de vous l'un des maillons les plus importants. Ça, on peut l'affirmer au risque de ne même pas se tromper. Je dirais l'un des plus proches du président Kona Bédié. Alors, aujourd'hui, avec tous ces remous, certains pensent que vous auriez dû donner des conseils au président Bédié pour ne pas qu'il tente l'aventure qu'il est en train de tenter aujourd'hui. D'autres, par contre, estiment que vous lui avez donné des conseils et puis il ne vous a pas écouté. Alors, monsieur le secrétaire général, vous qui êtes dans le secret des dieux, que s'est-il passé exactement? Comme on dit à Abidjan, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais écoutez, moi, je n'ai jamais eu d'entretien avec le président Bédié sur ses intentions d'être candidat. Donc, vous ne pouvez pas donner conseil à quelqu'un sur un sujet dont vous n'avez jamais parlé. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Je ne peux donc pas dire qu'il m'a écouté ou qu'il ne m'a pas écouté, puisqu'on n'en a pas parlé, puisqu'il ne m'en a jamais parlé. Ok. Vous étiez récemment à un pré-congrès, d'où est sortie une motion de près de 3000 délégués, on nous dit, c'est ce qu'on a appris, qui demande au président Bédié de briguer un autre mandat malgré les tests que vous avez évoqués dans votre discours. Qui ne le lui permettent pas. Alors, quelques jours auparavant, on nous avait aussi montré une motion de 80 députés de votre parti qui semblait soutenir le président Bédié. Alors, aujourd'hui, avec votre sortie, on a l'impression que tout ceci n'était qu'une mise en scène. Vous qui êtes donc... on a l'impression que c'est une mise en scène. Vous qui êtes dans le secret des dieux, comme je l'avais dit tout à l'heure, quelles sont les vraies aspirations de votre base aujourd'hui au PDCI? Ben, on le saura au Congrès quand les congressistes vont voter. On saura bien si ce qui a été dit au nom de tout le monde ou si la vérité est ailleurs. Pour le moment, je me garde de faire des jugements assez rapides, mise en scène, peut-être, pas des mises en scène, on verra bien. Il faut qu'on aille à un congrès démocratique. S'il y a des candidats, plusieurs candidats ou un seul candidat, mais enfin s'il y a plusieurs candidats, pendant que le congrès va se tenir, les congressistes vont voter. Et puis on verra si ce qui a été dit est la vérité ou s'il y a autre chose. Ok, je continue avec le secrétaire général pour... Oui, allez-y. Je veux interroger ici le professeur Didier Madi, je crois bien si ma mémoire m'est fidèle, qui a assisté aux accords de Marcoussis. Vous avez parlé... Allô, Jacques, je peux continuer? Oui, allez-y. Je vous écoute. Oh, ok, vous avez parlé de la loi qui serait en train d'être piétinée par M. Bédié, avec l'erreur dans laquelle certains militants seraient en train de l'induire, c'est ce que vous avez dit précisément. Et pourtant, M. Bédié se justifie en disant que les accords de Marcoussis ont abrogé en quelque sorte les lois du PDCI. Vous qui avez participé au voyage de Marcoussis, pouvez-vous... Et vous pensez... Allô? Oui, allez-y. Est-ce que vous pensez que Marcoussis a été chargé de modifier la constitution de la Côte d'Ivoire et comment dirais-je, la rédaction des différents statuts des différents partis? En tout cas, l'article 103 des statuts du PDCI-RDA, seul le congrès du PDCI-RDA modifie les statuts du PDCI-RDA. On ne parle pas de Marcoussis dans les statuts du PDCI-RDA. Et le Marcoussis n'a pas modifié non plus la constitution de la Côte d'Ivoire. Marcoussis a dit que pour les élections de sortie de crise, les signataires pouvaient être candidats s'ils veulent être candidats. C'est différent. Mais Marcoussis ne s'est pas chargé de modifier la constitution de la Côte d'Ivoire ou de modifier les statuts des différents partis qui existent en Côte d'Ivoire. Alors ne faisons pas dire à Marcoussis ce que Marcoussis n'a pas dit.
Merci à monsieur Mathieu Boisbré. On reviendra à vous tout à l'heure. On va aller du côté de Boston, hein. Massachusetts, monsieur Alphonse Djedjemadi avec Sister Sarah. Vous vous souvenez d'elle, la dernière fois nous étions en ligne, vous avez posé la question de savoir exactement par rapport à ce que la place que vous accordez certainement donc aux jeunes du PDCI. Alors, Sister Sarah, allez-y pour votre question. Merci Jacques, vous m'entendez? Oui, parfaitement, allez-y, oui. Voilà, merci. Bonsoir, monsieur le ministre. La dernière fois que nous avons parlé, vous m'aviez dit que l'âge limite de la jeunesse est de 40 ans à 70 ans. Et donc aujourd'hui, vous postulez pour le poste de président au PDCI. Je vous félicite pour cette décision. Je n'ai pas à me plaindre parce que vous n'avez pas été non respectueux de la loi du PDCI. Donc en cela, vous êtes en train de nous présenter le caractère démocratique que nous voulons voir en Côte d'Ivoire. Alors, ça, c'était la petite précision que je voulais faire. Peut-être que c'est une forme d'excuse. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je vous félicite parce que ça va marquer un tournant décisif dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, d'avoir un candidat, un nouveau président à la tête du PDCI. Alors, est-ce que, monsieur le ministre, vous avez l'intention un jour de postuler pour la présidence de la République si jamais vous êtes élu aujourd'hui au PDCI? Est-ce que vous serez le candidat, je sais que vous allez me dire le Congrès, mais est-ce que vous serez le candidat potentiel du PDCI? Et si vous êtes le candidat potentiel du PDCI, ça veut dire que la coalition RHDP va devenir ami d'hier, ennemi d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour tenir la pression et pour résister à M. Ouattara et à son appareil si jamais vous deviez être candidat au présidentiel? Merci. Écoutez, je vous remercie pour les félicitations que vous m'adressez, mais je dirais simplement que dans la vie, les choses se font étape par étape. Et je crois que aujourd'hui, il s'agit du congrès du PDCI-RDA. Quand on aura fini de régler les problèmes du PDCI-RDA pour les élections présidentielles à venir, il y a eu une convention du PDCI qui va désigner le candidat. C'est pas maintenant qu'on en parle. Est-ce que ce sera moi? Est-ce que ce sera quelqu'un d'autre? Dieu seul le sait. D'un de deux, il faut aussi savoir que l'alliance qui unit les partis du RHDP stipule très clairement que lors du premier tour de l'élection présidentielle, chaque parti est libre de présenter un candidat. Et au deuxième tour, on soutient celui qui est le mieux placé. Cette clause n'a pas encore varié. Donc le PDCI-RDA, en tant que parti, deuxième ancien parti d'Afrique, ne peut pas assister à des élections présidentielles en Côte d'Ivoire sans avoir des candidats. Donc, à mon sens, personnellement, en respectant l'alliance qui nous lie, le PDCI-RDA au premier tour aura son candidat. Si le PDCI n'est pas mieux placé comme ça a été le cas la fois passée et que c'est le RDR qui est bien placé, en suivant les accords, le PDCI accordera son soutien au RDR. Si c'est le PDCI qui est mieux placé, conformément aux accords, le RDR soutiendra le PDCI. Mais il ne faut pas qu'on pose comme équation le fait que si au premier tour, chaque parti a un candidat, on deviendrait des frères ennemis. Je ne crois pas. Ce n'est pas ça que contient notre accord. Donc je pense qu'il n'y a rien à craindre de ce côté-là. L'accord doit être respecté et l'accord stipule qu'au premier tour, chaque parti est libre, pas obligé, libre de présenter un candidat au premier tour s'il le veut. D'accord. Jacques, ma dernière question. Monsieur le ministre, quels sont vos rapports avec M. Kakabe? Parce que nous voyons que lui aussi veut être candidat. Est-ce que vous avez de bons rapports? Est-ce que, au cas échéant, M. Kakabe pourrait peut-être le rallier à vous à cause de l'expérience, ou bien vous êtes d'accord pour qu'il y ait autant de candidats au PDCI et puis les membres du parti vont décider? Voilà. Et si vous êtes candidat, invitez-moi à votre campagne électorale, j'y serai. Merci. Merci beaucoup, c'est très aimable à vous. Je veux dire que tout est possible, hein, des accords sont possibles, mais bon, si les accords ne sont pas possibles, on va à un système démocratique. Chaque candidat se présentera devant le Congrès et le Congrès choisira celui qui préférera et celui-là sera le président de tous les militants du PDCI-RDA. Mais en tout cas, merci pour votre proposition de venir me soutenir pendant ma campagne et comme je suis candidat, je vous attends et hors antenne, vous me donnerez vos contacts pour que je puisse
vous attendre pour venir m'aider à faire la campagne. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Alors, nous allons aller du côté donc avec l'enseignant M. Jean-Basile Ngueta. M. Ngueta, allez-y pour votre question pour le secrétaire général. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Hein? Ok, bonjour monsieur le secrétaire général. Bonjour. Oui, ma question est la suivante. Je ne sais pas, je viens juste de prendre l'émission en marche, je ne sais pas exactement si elle a été posée cette question, mais est-ce que si monsieur Bédier se maintenait coûte que coûte à la présidence du PDCI, au regard, en foulant au pied les statuts et règlements du PDCI, est-ce que cela pourrait vous conduire à faire scission, comme ça a été vu lors, je crois, corrigez-moi si je m'en souviens pas trop, mais alors je pense que c'était lors du congrès de 94 qui a vu la naissance du RDR, lorsqu'il y a eu des bruits entre le PD, je veux dire quelques membres du PDCI et M. Jimmy Kobena. Est-ce qu'on pourrait assister à cela encore, à ce 12e congrès qui se tiendra en octobre? Je ne le souhaite pas au PDCI et je souhaite que quand le congrès va se tenir, le PDCI agisse démocratiquement et sorte renforcé et que son union soit vivace pour que, comme un seul homme, il puisse se repositionner sur la scène politique ivoirienne. Maintenant, qu'est-ce que pousse le président Bédier à vouloir rester président du PDCI RDA? Je ne saurais répondre à cette question. Ce que nous souhaitons, étant forclos par les textes, qu'il reste une référence et un conseiller du parti auprès de qui on pourrait prendre conseil. Mais bon, maintenant, qu'est-ce qui le pousse? Écoutez, je pense que vous pourrez tendre le micro au président Bédier, il pourra peut-être répondre à la question. D'accord. Jacques. Oui, allez-y rapidement, oui. Ok, voilà. Monsieur le secrétaire général, Monsieur Bédier a hérité d'un PDCI fort lorsque le président Fouboigny est décédé. Sous la gouvernance de M. Bédier, à la tête du PDCI, on a vu d'abord le RDR qui est né des entrailles du PDCI. Après est venu l'UDPCI de Guéhi Robert. Alors, quel héritage? Je veux dire que, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cet héritage n'a pas pu être consolidé et que de plus en plus le PDCI s'est effrité juste après la mort du président Fouboigny? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors que c'est un héritage colossal qui vous avait été donné, vraiment rien n'était en lambeaux, mais on se rend compte que, bon, de plus en plus, le PDCI s'est fragilisé sous M. Bédier. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Écoutez, ce qui n'a pas marché, c'est la cohésion, c'est la compréhension. Il y a eu des problèmes de personnes, on ne s'est pas entendu et malheureusement, ce que vous décrivez est arrivé. Bon, je pense que il ne faut jamais désespérer de la vie, parce qu'on dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et j'espère que comme le PDCI continue de vivre, il y a de l'espoir. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, que le PDCI doit se repositionner pour devenir fort et occuper la place qui était la sienne. Donc il y a de la vie, il y a de l'espoir, ne vous découragez pas. Alors, nous allons aller du côté donc de Madame Nyoa, que vous connaissez très bien, hein, ce que Monsieur Alphonse Didier m'a dit. Hein, je crois qu'il y a pratiquement 10 années, elle avait demandé cela. À un moment donné, elle était devenue un peu personnelle, un peu non grata, un peu au PDCI-RDA pour ses prises d'opposition. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je crois que Madame Nyoa avait quand même un peu vu, un peu juste. Hein. Madame Nyoa, allez-y pour votre question. Merci déjà. Bonsoir, Monsieur le ministre. Mais je vous félicite parce que déjà votre candidature attire nos frères du RDR. Je ne savais pas que Mme Cissé Sarah vient de changer la veste du RDR. Et donc vous voyez déjà que votre candidature attire déjà tous les autres vers le PDCI. Et ça, c'est déjà un bon signe. Bon, cela dit en passant, je vais vous féliciter pour votre courage. Merci. Parce que nous connaissons la maison, nous connaissons la machine. Et pour vous d'avoir le courage de vous opposer au président Bédier au nom de la démocratie que nous autres nous défendions depuis longtemps, c'est déjà un grand courage. Et ma question est de savoir, est-ce que vous pourriez rallier toutes les autres candidatures? Parce que j'ai vu à l'ouverture Kofi Aou qui était assis dans la salle, qui avait déclaré qu'il était candidat, que nous allions à une sacrée autour de quelqu'un qui peut redorer le blason du PDCI. Vous l'avez dit que le PDCI doit revenir clairement sur la scène nationale et sur la scène internationale. Si vous êtes décidé et déterminé à
ressusciter ce PDCI, nous sommes tous derrière vous. Maintenant, la question, monsieur le ministre. Je pense que les anciens doivent aujourd'hui, dès maintenant, commencer à faire comprendre au président Bédié qu'il est sage, qu'il adresse sa lettre, celle que nous attendons tous, qu'il honorera, pour dire qu'il a pris conscience de l'enjeu et de ses limites de par les statuts et qu'il pourra se retirer dans l'honneur et la dignité. Voilà, moi je vous demande de passer comme message aux anciens, afin que nous sortions de ce congrès divisé comme on a été. D'autre part, j'attire votre attention, évitons le syndrome Fologo en 2000. Donc, mettez toutes les chances de votre côté pour que le syndrome Fologo ne vous frappe pas. Je pense qu'on s'est compris. Et est-ce que, élu à la tête du parti, vous prendrez votre bâton de pèlerin pour concrétiser la prophétie du président Houphouët-Boigny qui disait en 90, vous l'avez rappelé dans votre déclaration, que même ces partis, on ne ferme pas la porte. Êtes-vous prêt à prendre votre bâton de pèlerin si vous êtes élu du PDCI pour aller ramasser tous ceux qui sont partis, de quelques bords ils sont aujourd'hui, pour les ramener au PDCI? Voilà ma question à vous, professeur J.J. Madi. Merci. En tout cas, cela fait partie de mon programme. Je pense que les frères du PDCI doivent se retrouver et je prendrai mon bâton de pèlerin. D'abord, pendant cette période, il faut savoir si il peut y avoir des regroupements de candidatures, mais ça dépendra, on verra, ça c'est au programme. Et si j'étais élu, justement, c'est de faire en sorte que ceux qui sont partis, autant que faire se peut, reviennent dans la maison du Père, qui nous a été laissée à nous tous, et qui n'est la propriété des personnes, faire en sorte que tout le monde revienne et qu'ensemble, on essaie d'honorer la mémoire du Père fondateur. Voilà. Ma toute dernière question, Jacques. Vous avez mentionné que d'après les statuts, vous avez 60 jours pour organiser le congrès. Et nous sommes à 40 jours, 42, vous l'avez dit dans votre déclaration. Vous, secrétaire général du PDCI, chargé de par le texte d'organiser ce congrès, vous voilà candidat à 42 jours au lieu de 60. Il ne serait pas judicieux de reporter ce congrès afin que vous ayez, vous, le temps matériel d'organiser ce congrès et respecter un de 60 jours. Parce que je sais que les délégués ont déjà envoyé leur liste au délégué parce qu'on leur a demandé. Et vous, secrétaire général, vous n'êtes même pas au courant de tout ça. Et j'attire votre attention qu'il y a eu ces sous-marins déjà. Donc je vous suggère qu'on vous laisse obtenir vos 60 jours et préparer le congrès comme les textes nous disent, afin qu'il n'y ait pas de glissade de peau de banane sous vos pieds. Voilà ce que je souhaiterais comprendre. Est-ce que vous maintiendrez les 40 la date du congrès actuel ou il y aura un politique Merci, madame. Merci. Le report que vous ayez les 60 jours pleins pour préparer le congrès. Voilà ma question, professeur, la dernière. D'accord, je prends certains problèmes qui nous préoccupent, c'est sûr. Je prends donc acte de votre suggestion. On fera en sorte que le congrès se tienne dans de bonnes conditions. Ça, au moins, on fera tout ce qu'on peut pour que le congrès se passe dans de bonnes conditions. Mais comme on dit, pour que vous vous entendiez, il faut la volonté de toutes les parties concernées. Mais nous ferons ce que nous pouvons pour que le congrès se tienne dans de bonnes conditions afin que le PDCI sorte uni et qu'on n'ait pas, comme vous le disiez tout à l'heure, on n'est pas le syndrome Fologo. Mais j'ai répondu à cette question de la conférence de presse. En ce qui me concerne, je ne serai jamais atteint du syndrome de Fologo. Je suis au PDCI, ça fait 48 ans que je milite au PDCI. C'est pas après 48 ans de militantisme que je vais quitter le PDCI, que je gagne ou que je perde. Alors, nous allons aller directement du côté donc M. Ndri Bernard, qui est donc l'un de vos délégués dans le Texas. Mais juste avant, est-ce que les statuts et règlements intérieurs ont prévu ce cas de figure où vous êtes aujourd'hui? Vous êtes le secrétaire général. En principe, vous devez organiser ce congrès et vous-même, vous êtes candidat. Est-ce que vous pouvez être en même temps secrétaire général, être candidat et puis organiser un peu les élections? Tous les militants peuvent être candidats. Il y a des pays où c'est le gouvernement au pouvoir qui organise les élections, mais ça n'empêche pas le président sortant d'être candidat. Donc les textes n'interdisent pas cela.
Et le problème est que tout se passe dans la transparence et que le Congrès se tient dans les normes comme prescrit par les statuts. D'accord. Alors, on va aller du côté du Texas avec M. Ndri Bernard. Monsieur Bernard, hein, vous avez donc votre secrétaire général en ligne. Allez-y pour votre question ou bien un petit commentaire. Bonsoir, monsieur le secrétaire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Jacques, à tous les frères qui sont en ligne. Je n'ai pas de questions. Hier, j'ai appelé le secrétaire pour le féliciter. Dès que j'ai lu dans les journaux, je l'ai appelé pour le féliciter. D'accord. Merci. Merci. Alors, merci. Alors, donc, merci une fois encore. Merci beaucoup. Alors, on va aller directement du côté donc de Delaware, qui n'est pas tellement loin donc de New York, monsieur Alphonse. Je m'a dit, hein, avec monsieur Alfred. Alfred, allez-y pour votre question. Merci Jacques, merci honorable député, secrétaire général du PDCI. Monsieur le professeur, j'ai une question en fait qui m'intéresse beaucoup. Étant un militant du FPI et suivant la vie politique de la Côte d'Ivoire, tout dernièrement lorsque l'honorable député Kabé a fait une tournée à Paris, on l'aura appris dans la presse qu'il a été interdit d'accès au siège du PDCI, RDR. Alors, et on n'a pas vu la réaction des dirigeants, en fait des dinosaures du PDCI réagir par rapport à la décision prise par le président Bédié. Or, ça donne l'impression que le patrimoine du PDCI appartient à quelqu'un, un individu. Or, nous savons que lorsqu'un militant... Je ne vais pas vous couper la parole. Après que vous ayez appris cette fausse information, quand KKB est arrivé à Abidjan, il a tenu une conférence de presse à la maison du parti. Donc, c'est une fausse information. Bon, en fait, il a répondu, en fait, il a pensé que c'est une fausse information. Quand KKB est rentré de France, quand il est rentré d'Europe, il est venu en Côte d'Ivoire, il a tenu une conférence de presse à la maison du PDCI à Cocody. Donc, vous voyez bien que c'est pas vrai. Bon, donc, si dans ce sens, si c'est pas vrai, donc je retire ma question, parce que la question, je l'avais posée dans le sens de l'éducation. Allez-y à la deuxième question, Alfred. Allez-y à la deuxième question. Bon, la deuxième question, monsieur le secrétaire général, étant un fidèle du président Bédié, étant le secrétaire général du PDCI, étant un véritable fidèle du président Bédié, alors, pourquoi, à un moment donné, pourquoi c'est maintenant vous estimez que vous pouvez poser votre candidature? Est-ce qu'il y a un fond de problème qui ne dit pas son nom et que vous ne l'avez pas dit, qui vous amène véritablement à poser votre candidature? Enfin, je ne sais pas combien, peut-être que tout à l'heure vous n'étiez pas à l'écoute. Voilà. Je pense que tous les jours on n'est pas en train d'être candidat. Aujourd'hui, j'estime que le président Bédié ne remplissait pas les conditions pour être candidat. Je me décide d'être candidat. Il faut bien le faire un jour. J'aurais peut-être pu le faire avant, j'aurais pu le faire après, mais c'est aujourd'hui que je le fais. Il faut bien un moment pour poser un acte. C'est peut-être trop tôt, c'est peut-être trop tard, mais c'est maintenant que je pose cet acte. Alors, nous allons même pour mourir, là, on peut mourir plus tôt ou on peut mourir plus tard, mais quand l'heure est arrivée, on meurt ce jour-là. Non, on ne souhaite pas certainement votre mort. Alors, on va aller directement, il nous reste peut-être 2-3 dernières questions, hein, monsieur le secrétaire général. On va directement en Virginie avec l'un de vos militants aussi, hein, monsieur Amouakomboa. Allons-y, monsieur Aboua, pour votre question. Ok, bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Vous avez déjà répondu à la question que je voudrais poser. Je crois que madame Noa est revenue longuement là-dessus. Mais j'ai une préoccupation. Est-ce que, parce que vous avez tout à l'heure parlé des textes et que le président Bédié voudrait faire un forcing, mais est-ce que d'abord pour commencer, la candidature du président Bédié est recevable? Quel est l'organe du PDCI qui est chargé de recevoir les candidatures du PDCI? Si tel est le cas, où ce sont les partisans du président Bédié, est-ce que vous avez vos hommes à l'intérieur de cet organe-là qui reçoit les candidatures à la présidence du PDCI? Merci. En principe, c'est le comité d'organisation du Congrès qui reçoit les candidatures. Et le Congrès apprécie ces candidatures, donc je pense que
comme on a des personnes à l'intérieur de la vie du PDCI-RDA à tous les niveaux, on trouvera toujours des gens qui sont pour la légalité et qui pourront nous empêcher d'arriver à certains stades. Donc de ce côté-là, il y a des précautions à prendre, j'espère que nous les prendrons. Voilà, alors. Allô, Monsieur Bois? Allô? Oui, c'est ça ma question. D'accord, voilà. Alors, merci. L'autre question a déjà été reproduite. D'accord, voilà. Merci. Nous allons prendre donc l'avant-dernière question. Hein, et puis, voilà. Alors, on va directement du côté donc, de M. Ousmane Ba, depuis donc, New York. Allez-y, M. Ba, pour votre question. Alors, Jacques Roger, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir au professeur. Je vais vous poser une question qui est très simple. Je vous soutiens dans vos démarches. Je suis guinéen. La question que je vais vous poser, pourquoi votre parti, après le fondateur qui a dirigé ce pays plus de 30 ans, quelles sont les difficultés que vous avez eues après Houphouët-Boigny? Pourquoi cela? Merci beaucoup. Écoutez, dans une interview, il est difficile de faire le bilan de près de 20 ans des difficultés qu'on aurait eues. Mais la vie est faite des difficultés et le secret de la vie, c'est de faire en sorte qu'on résolve ces difficultés au fur et à mesure qu'elles se présentent. Donc, de nombreuses difficultés ont été rencontrées comme dans la vie de toute association ou de tout individu. Et justement, la gestion d'une société, c'est de faire en sorte que ces difficultés qui naissent, on y trouve des solutions. Donc, il y a des difficultés auxquelles des solutions ont été trouvées. D'autres, ça a été moins bien, mais on continue. Il y a des hauts, il y a des bas. Et on continue de se battre pour qu'il y ait le moins de problèmes possible. Mais il n'y a pas de vie sans problème. Voilà. Alors, M. Mathieu Boisbré, allez-y pour la conclusion. Et puis, le secrétaire général va conclure. Allez-y pour votre dernière question. Et puis, voilà. Permettez au secrétaire général de conclure. Ok, Jacques, merci. Ce que je voulais juste demander, c'est un fait banal qui a terminé. Le secrétaire général, je voulais revenir ici sur l'histoire de votre discours qui a été piraté, comme vous l'avez dit vous-même, qui a été publié par des journaux avant même que vous ne le prononciez. On a envie de vous demander si vous êtes vraiment bien entouré. Écoutez, ça c'est même un discours pour lequel aucune précaution particulière n'était à prendre puisque c'était l'exposé liminaire d'une conférence de presse qu'on doit faire. Et le but de l'exposé liminaire, c'est d'être publié. C'est pourquoi j'ai dit que ceux qui sont partis poser cet acte-là, ils ne font que se salir pour rien. Bon, donc ça ne vient pas de mon entourage. On a eu une idée de ceux qui sont passés par là. Ça ne vient pas de mon entourage. Si ça venait de mon entourage, ils avaient des copies à disposition, ils auraient pu les donner sans forcer l'ordinateur. Donc l'expertise a été faite, on sait ce qui s'est passé, mais j'ai dit que c'est un faux risque qu'ils ont pris, parce que vous volez un texte dans la nuit vers les 19h30, alors que vous savez que le lendemain, ce texte est à publier. Bon, vous le prenez et vous le publiez avant, comme ce qu'on disait, c'est que les gens soient au courant. On ne peut que leur dire merci de l'avoir publié par anticipation, ce qui n'était pas tout à fait nécessaire. Mais je ne mets pas en cause quelqu'un de mon entourage. Voilà, alors, nous sommes pratiquement à la fin. On va aller du côté de Paris. Et rapidement, Dr Mouketou, venez juste ce chose. Mais allez-y rapidement, pas des commentaires. Nous allons permettre au secrétaire général de conclure. Allez-y pour votre question rapide. Dr Mouketou depuis Paris. Oui, merci, Monsieur Jacques Roger. Je n'aurai pas de commentaires à dire. Je voudrais juste dire bonsoir à Monsieur le secrétaire général et lui poser la question suivante. Je suis d'origine du Gabon. Je voudrais juste vous demander si moi, en tant que Gabonais, je vous dis, est-ce que vous pourriez nous faire, vous vous connaissez bien ce président Houphouët-Boigny, est-ce que vous pourriez nous présenter la différence que vous ressentez, que vous voyez en ce moment dans le pays par rapport à tout ce que vous avez vu quand vous étiez avec le président Houphouët-Boigny? Est-ce que par rapport à cette situation, le PDCI peut enfin reprendre les rênes du pays et conduire la Côte d'Ivoire sur la voie de la paix, la démocratie, le bonheur? Merci. Merci, cher frère du Gabon. Et je crois que c'est vraiment l'effort qu'on veut faire et d'essayer de retrouver cette Côte d'Ivoire du Houphouët-Boigny.
était un pays de paix, un pays de fraternité, un pays où le développement était une réalité, un pays quand Oufou était là où on a parlé de miracles ivoiriens. Mais bon, écoutez, dans l'histoire, les grands hommes ne se rencontrent pas à tous les tournants. Oufou a été ce qu'il a été avec le contexte dans lequel il a vécu, comme Léon Mba, comme Bongo. Bon, aujourd'hui, d'autres réalités peut-être se présentent au Gabon et d'autres réalités se présentent en Côte d'Ivoire. Quand en Afrique, le coup d'État pleuvait matin, midi et soir, il n'y a jamais eu de coup d'État en Côte d'Ivoire pendant 33 ans. Oufou Boigny est parti, on a fini par connaître notre coup d'État, on a fini par connaître la guerre civile, on a fini par connaître beaucoup de choses. Mais le but des Ivoiriens, ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est de recoller les morceaux, c'est de nous réconcilier, c'est de nous mettre ensemble, c'est de recréer un climat de paix et de reconstruire notre pays. C'est l'effort vers lequel on voudrait tendre. Alors, encore une fois, merci beaucoup, professeur Alphonse Djedje Madi, et surtout bon courage. D'ici certainement la fin donc de la campagne, nous allons vous avoir régulièrement pour informer donc la diaspora par rapport donc à l'évolution donc des choses au niveau donc d'Abidjan. Alors, nous vous donnons au moins 2-3 minutes en même temps pour vous adresser donc à la diaspora africaine, surtout aux militants du PDCI-RDA qui vous écoutent et pourquoi ils doivent vous apporter un peu leur soutien. Merci beaucoup, merci. Je voudrais dire merci à la diaspora vivant aux États-Unis. Merci pour toutes les questions qu'ils ont posées qui prouvent que leur cœur est encore au pays ici et qu'ils se préoccupent et qu'ils vivent les problèmes qui se passent ici. La seule chose que je peux dire dans l'intérêt de toute l'Afrique, pas seulement de la Côte d'Ivoire, de toute l'Afrique, c'est que nous devons apprendre, quand nous nous donnons des textes, nous devons apprendre à les respecter. Ça ne doit pas être une fatalité que la loi soit toujours faite à la tête du client. On fait une loi aujourd'hui, si elle ne nous convient pas, parce qu'on veut faire ceci, on la change à notre faveur. Je crois que l'Afrique doit renoncer à cela. Nous devons mûrir. Et vous qui êtes aux États-Unis, je dois vous rappeler l'appel qu'a lancé Obama au Ghana il n'y a pas longtemps. Il a dit que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Et les institutions fortes repose sur des textes forts qu'on respecte. Et je crois que c'est un appel que moi je voudrais lancer à la diaspora africaine pour que l'expérience que vous acquérez de l'autre côté nous amène à comprendre qu'une loi, quand on la fait, on la respecte et qu'on puisse dire avec Jean-Jacques Rousseau que le respect des lois qu'on se donne est liberté. Et une loi doit être respectée tant qu'elle n'a pas été modifiée, qu'elle est en vigueur, elle doit être respectée. Et c'est cela, vers cela que l'Afrique devrait tendre. Et c'est nous tous, et toutes ces filles et ces fils qui devons collaborer à cela, qu'on soit en Afrique ou qu'on soit à l'extérieur de l'Afrique. En tout cas, je leur dis merci pour ce long entretien que nous avons eu. Et prochainement, je pense que nous reprendrons le dialogue. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Alphonse Djedje Madi. Sous la protection des cieux, le PDCI toujours vivra. Un refrain frais dans les mémoires, belle mélodie apprise sur les bancs de l'école, mélodie à la gloire de tous ceux qui ont porté le PDCI-RDA sur les fonds baptismaux.